Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes le lundi 24 novembre 2025. C'est le monde en 52 minutes. Ce lundi, l'Afrique du Sud, l'Ukraine, l'Argentine et si le temps le permet, l'Inde s'invite au décryptage. Pour en parler, j'ai avec moi Martial Akwete. Il est analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiane et bonsoir aux téléspectateurs. Ça va? Ça va très bien. Nous allons du côté de l'Afrique du Sud. Malgré les divergences, une déclaration commune adoptée au sommet du G20. Le continent africain a abrité son sommet du G20. Oui, en effet, hein, pour la première fois, et c'était un défi pour l'Afrique du Sud de faire de ce sommet une réussite. Ce qui caractérise la plupart, ou ce qui caractérise la réussite de ces sommets, c'est souvent les déclarations parce que il faut s'entendre. Nous avons 20 États économiquement importants qui doivent aborder. Même si les économies ne sont pas stables? Oui, ils ne sont pas forcément stables, mais ce sont des États qui doivent être d'accord sur un certain nombre de choses et les mots dans ce contexte comptent beaucoup. Et donc, le fait d'avoir une déclaration devient le premier défi de chacun de ces sommets-là. Je crois que l'Afrique du Sud a relevé le défi déjà la première journée du sommet, une déclaration. À l'ouverture même déjà? Voilà, à l'ouverture même déjà. Il y a déjà eu une déclaration et il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer cette facilité dans la déclaration. L'absence des États-Unis, l'absence de la Russie, l'Inde également. Nous avons l'Argentine. Il y a un certain nombre d'États qui, compte tenu de leur divergence sur certains sujets, aurait rendu la situation plus compliquée par rapport à l'adoption de cette déclaration. Mais ça s'est passé et il faut saluer le leadership de l'Afrique du Sud dans ce domaine. Alors justement, le choix porté sur l'Afrique du Sud, vous qui êtes analyste géopolitique, est-ce que c'était un choix anodin ou alors il était tout simplement stratégique? Non, il faut dire que le choix porté sur chacun des États qui abritent le sommet du G20, c'est un choix concerté entre les différents États membres et bien sûr, ça c'est toujours les intérêts stratégiques. Vous vous rendez compte aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les clivages sont très présents et l'intérêt aujourd'hui tourne beaucoup plus autour de l'Afrique, hein, parce que depuis 2008, depuis l'effectivité de la tenue de ces sommets, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Afrique se retrouve de plus en plus au centre des questions mondiales. Peu importe que ce soit le conflit en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe en Palestine, en Afrique, la RDC, le Soudan. Donc, toutes ces questions-là font
de l'Afrique aujourd'hui un territoire important pour mener ces négociations. Donc ça, c'est déjà une première raison. Et aujourd'hui, les revendications africaines par rapport à un certain nombre d'institutions, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, viennent renforcer cette volonté de l'Afrique d'être vraiment présent sur la scène internationale. Donc c'est une manière de conforter également l'Afrique par rapport à ces revendications parce qu'on attend beaucoup d'elle ces derniers temps. Alors justement, dites-nous un peu, en tant qu'analyste géopolitique, pourquoi est-ce que Pretoria a exigé quand même qu'il y ait une déclaration commune avant même d'entrer dans les débats proprement dits? Vous savez, cela dépend des négociations qui ont été faites en coulisses. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que pour ces genres de sommets, les négociations, les déclarations ne se font pas pendant les 3 jours. Voilà. La plupart des discussions, tout est scellé avant même que... Des mois avant. Oui, des mois même avant que les échanges ne puissent continuer et qu'on ait les déclarations. Et donc, si l'on a pu déjà, à l'ouverture du sommet, faire une déclaration, c'est parce qu'un travail a été suffisamment fait en amont et les États qui devaient être présents, qui devaient donner leur accord par rapport à cette déclaration l'ont fait. Donc, il n'y a pas de raison de différer la déclaration. C'est premièrement l'occasion de montrer un certain rapprochement, une certaine union par rapport à la voix du G7 concernant les différents défis, les différents enjeux. Et c'est un défi personnel également pour le président sud-africain de témoigner de ce leadership sud-africain sur le continent africain. Vous ne devez pas perdre de vue le fait que l'Afrique du Sud envisage bien évidemment qu'en cas de possibilité d'avoir un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud est l'un des premiers candidats et donc tout son leadership devrait se jouer à travers les grandes rencontres, sa capacité à mobiliser l'ensemble de ces États autour d'enjeux communs, autour d'intérêts communs et ceci de façon à pouvoir promouvoir concrètement la paix et les différents défis qui relèvent de ces échanges-là. Alors justement, tout à l'heure, vous avez parlé des différents conflits que nous avons à travers le monde. Alors le fait que les pays du G20 réagissent à ces différents conflits, à savoir le conflit soudanais, le conflit en RDC, la Palestine et l'Ukraine, est-ce qu'à la fin, ça ne devient pas redondant quand on sait qu'à chaque fois qu'ils ont une occasion de se rencontrer, on met toujours ces conflits-là sur le tapis? Premièrement, c'est une question de principe. Il faut comprendre que le G20 est une organisation à la base purement économique. Au lendemain d'une certaine crise, je crois la crise des subprimes en 2008, donc qui a amené ces États-là à se mettre ensemble pour définir les grandes orientations en termes économiques, pour ne pas être pris de court pour ce qui est des questions de crise économique. Mais on a constaté que depuis quelques années déjà, toutes les institutions dont les objectifs sont même à caractère culturel, à caractère économique, s'intéressent désormais aux questions de sécurité et de paix. Parce que la paix et la sécurité, quand ces deux éléments sont menacés, remet en cause tous les équilibres économiques, les programmes qui sont faits. Et une fois que ces conflits-là ne sont pas réglés, une fois que ces difficultés ne sont pas réglées, il faut comprendre que tout forum, toute opportunité est la bienvenue pour parler de ces différents échanges. Et il faut dire que le G20 est bien élargi. Vous voyez, au niveau du Conseil de sécurité, c'est un peu plus restreint. Donc, tous les États n'ont pas la possibilité, un certain nombre d'États de s'exprimer sur la question. Même si on leur donne la tribune, à la tribune, ils ont comme l'impression que ça passe toujours pas. Justement, c'est ce qui fait que les autres rencontres qui permettent de les rapprocher davantage parce que le G20, c'est les premières économies mondiales. Donc, ils ont des affinités, ils peuvent s'entendre et proposer des solutions. Deuxième élément, pourquoi est-ce que les rencontres comme les sommets du G20
ne viennent pas régler définitivement ces questions. Il faut comprendre que le format de ces sommets n'ont pas un caractère décisif. Ils ne prennent pas des décisions qui seront appliquées à chaque niveau, comme cela se fait au niveau du Conseil de sécurité. C'est plutôt des déclarations. Et ces déclarations ont pour ultime objectif... Oui, mais est-ce qu'elles sont porteuses? Oui, ces déclarations ont leur importance parce que l'importance se retrouve au niveau de rallier les positions, pour qu'aucun État ne prenne une position contraire qui puisse menacer la paix et la sécurité internationale. Mais ça ne va pas au-delà de cela. Ce n'est pas un caractère décisif. On dit que voilà, on impose la décision à tel État ou à tel autre État d'agir par rapport à une résolution qui a été prise. Mais ça permet d'harmoniser. Parce que quand vous faites les choses de façon dispersée, on a vu ce que ça a pu apporter de par le passé. Maintenant, on se rassemble, on a une idée de ce dont il est question sur différents aspects économiques. Maintenant, chaque État définit sa politique en fonction de cela. Et les autres discussions vont se faire de façon bilatérale ou de façon multilatérale sur d'autres forums. Alors, en intégrant le G20, nous savons tous que l'Afrique du Sud a fait de la lutte contre les inégalités son cheval de bataille. Alors, quand on sait un peu dans quelle eau tous ces requins baignent, est-ce que cette priorité sera vraiment de mise? Est-ce que cet objectif de départ, l'Afrique du Sud pourra l'atteindre? Vous savez, la question des inégalités est une question assez particulière et les avis par rapport à cela sont très divergents, alors que d'autres pensent que voilà, les inégalités, c'est de faire en sorte que les États pauvres en Afrique puissent se rapprocher des États très puissants économiquement, militairement. D'autres pensent que l'objectif, c'est d'essayer de réduire les écarts d'inégalité. Et je pense que c'est cette position, cette dernière position qui semble être la plus pragmatique, parce que les différences entre les États sont de telle nature que l'on ne peut pas penser effectivement à mettre sur le même pied d'égalité ces différents États qui ont de différentes réalités économiques, culturelles, ainsi de suite. Maintenant, les efforts qui sont consentis tendent à réduire les effets de ces inégalités-là, aussi bien sur le plan économique que sur le plan du climat, sur l'aspect militaire. Maintenant, est-ce que le défi que l'Afrique du Sud s'est lancé sur par rapport à cette question, est-ce que l'Afrique du Sud va pouvoir relever le défi? Il faut dire que l'Afrique du Sud, dans sa conception même, l'État à l'origine a été un mélange d'État arc-en-ciel. Donc, ces inégalités ont été travaillées, bien qu'il en subsiste aujourd'hui, hein, mais c'est l'État qui a le plus travaillé sur la question de l'inégalité et qui semble avoir davantage de l'expérience dans ce domaine pour faire les efforts. Maintenant, c'est une question de volonté politique des autres États. Il ne suffit pas que l'Afrique du Sud fasse les efforts pour que ça s'arrête là, pour que les choses puissent avancer, mais qu'il faut que les autres États également puissent manifester cette volonté, non seulement à travers des déclarations, mais aussi à travers des actions concrètes dans ce sens. Maintenant, la difficulté se situe au moment où les intérêts se retrouvent, s'entrechoquent. Quand les intérêts s'entrechoquent, les questions d'inégalité sont remises en cause. Quand vous avez un État qui a du pétrole, qui constitue ça... Un autre qui n'a pas une ouverture en mer. Voilà, un État qui a du pétrole et cela constitue essentiellement ses sources de financement. Vous lui dites non, il faut promouvoir l'écologie, il faut promouvoir des énergies vertes. Ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on lui offre en retour pour qu'il soit en mesure de pouvoir le faire? Et c'est là que se situe toute la complexité de la question. Alors, réformer le système financier international, c'est une vieille doléance qui, ma foi, revient tout le temps. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à réformer ce système financier international quand on voit un peu tous les soubresauts que nous avons aujourd'hui dans le monde avec la création des BRICS, la création de ci, de cela. Est-ce que la réforme de ce système financier international, ce sera pour demain? Ou alors, nous avons encore des attentes? Vous savez, pour remettre en cause, pour réformer fondamentalement n'importe quel système, quel que soit ce système, il faut qu'il y ait des éléments poignants qui puissent
contraindre les acteurs à pouvoir modifier la structure de ces différents systèmes. Et dans le passé, ces éléments ont souvent été des crises économiques fortes qui mettent tous les États dos contre le mur et ils sont obligés de se mettre ensemble pour pouvoir relever ce défi. Et là, une fois que l'effet de la crise n'est pas encore perceptible, on ne ressent pas l'effet de cette crise aussi fortement, les États restent campés sur leur position et à défaut de faire des déclarations, il y a seulement quelques actions qui sont menées par des États qui ont les moyens de pouvoir le faire concrètement, ce qui rend difficile les réformes du système financier ou de tout autre système à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou quelle solution il faut trouver par rapport à cela? La solution, c'est le temps. C'est la seule chose. Le temps qui est le meilleur allié de l'homme. Oui, justement, c'est le temps qui est le seul facteur qui puisse changer drastiquement ce genre de système. Alors, nous avons tous constaté et lu qu'au niveau du G20, on appelle à protéger l'approvisionnement en minerais. Cet appel sera-t-il porteur quand on sait qu'ils sont tous des principaux acheteurs? Oui, justement, c'est là le paradoxe, hein, le paradoxe des relations internationales. On est tous d'accord sur le fait que... Nous sommes tous des assassins, oui, mais... Nous sommes tous d'accord que... On veut que certains soient habillés en col blanc, d'autres pas. Si vous le dites ainsi, on veut préserver quelque chose, mais au même moment, nous en avons besoin, d'autres plus que certains. Et donc, on fait les déclarations, on fait les négociations et on se dit, mais comment est-ce que cela peut vraiment porter sur la question des minerais? Il faut comprendre aujourd'hui que ces minerais jouent un rôle important aujourd'hui à tout niveau, au niveau du système économique, au niveau de la technologie, au niveau des différents systèmes de développement économique qui sont orientés vers le climat hein, également. Donc, ça devient indispensable de préserver ces minéraux. Maintenant, comment est-ce qu'il faut préserver cela? C'est là la véritable préoccupation. Il faut trouver les mécanismes nécessaires pour permettre à ce que ces minéraux puissent être revalorisés. Il faut trouver des moyens pour permettre à des États qui n'ont pas accès à ces minéraux de pouvoir les avoir comme cela se doit et de permettre à d'autres États de réduire l'équilibre dans ces deux aspects. Alors, le fait que le leader chinois Xi Jinping et l'américain Donald Trump et même Vladimir Poutine ne soient pas allés au G20 de cette année, est-ce que ça a eu un impact? Oui, il faut dire que ces États sont toujours présents, même si ce n'est pas visible hein, au niveau de la photo de famille, parce que c'est une réunion qui a lieu toutes les années. L'effet de leur absence est surtout premièrement médiatique et symbolique également. Mais il n'y a pas de décision qui puisse être qu'on puisse prendre là ou de déclarations qu'on puisse faire. Sans qu'on ait pris leur avis, quoi. Voilà, même si on n'a pas pris leurs avis, il serait difficile de les mettre en exécution sans ces acteurs-là. Donc, il faut être rassuré que ceux-là ont bien été au courant de tout ce qui s'est passé, ont envoyé leurs émissaires, même si cela n'a pas été aussi direct. Parce qu'il faut comprendre que le G20, ce n'est pas seulement les chefs d'État et de gouvernement. Il y a des banquiers, il y a des hommes d'affaires et tout le monde va à la recherche de quelque chose d'assez précis. Alors, dites-nous un peu, hein, le fait que l'Afrique du Sud soit membre du G20 et pas le Nigeria, est-ce que ça ne crée pas un peu une certaine tension au niveau du continent africain? Non, pas vraiment. Hein. La rivalité, elle est présente. Le Nigeria compte bien faire partie de ce groupe des premières économies et le travail se fait suffisamment par rapport à cela. Aujourd'hui, la rivalité, ce serait une rivalité entre
les deux États, mais il n'y a pas de tension particulière à en vouloir l'Afrique du Sud de faire partie de cette organisation parce qu'il y a des critères très spécifiques qui sont déterminés internationalement et qui permettent de faire partie de ce groupe-là. Et donc, les États, je veux dire le Nigeria plutôt, aujourd'hui ne semble pas remplir encore ces critères, mais s'active de façon assez impressionnante pour faire partie de ce groupe. Mais cela ne remet pas en cause le poids économique du Nigeria dans toute l'Afrique. L'Afrique du Sud même est bien conscient de cela. Alors, nous allons du côté de l'Ukraine, Kiev confronté à un choix très difficile concernant le plan américain. Dans son discours solennel le 21 novembre 2025, le président ukrainien a dit qu'il continue de respecter la volonté américaine, celle de mettre fin à la guerre. Pourquoi vous souriez? C'est quelque chose, c'est un ton vraiment diplomatique. On dirait que Zelensky a très bien tiré leçon de ce qui s'est passé, du scandale qui a eu lieu à la Maison-Blanche. Et à chaque fois, désormais, quand il y a des déclarations, quand il y a des positions américaines par rapport à l'Ukraine, l'Ukraine se retient vraiment parce que quand vous observez le plan de Donald Trump, c'est un plan qui ne convient absolument en rien à l'Ukraine. Bien que cela ne soit pas très surprenant, ça a été l'objectif depuis le début. Donc, Zelensky aujourd'hui va devoir redoubler davantage d'efforts pour amener vraiment Donald Trump à pouvoir intégrer les revendications ukrainienne dans ce processus, dans ce plan de paix. Et les Européens également sont tout à fait choqués et s'activent pour voir dans quelle mesure il ne faut pas léser l'Ukraine dans ces négociations. Alors pourquoi une telle déclaration aujourd'hui, hein, il n'y a pas encore longtemps où on a vu un Zelensky très conquérant? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Hein. Sur le front, Zelensky n'est aucunement en position de force. Hein. Ses troupes sont... Oui, mais ça va, ça vient. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est en position de force. Oui. Demain, c'est la Russie. Non, la question aujourd'hui, c'est que la position de l'Ukraine est très affaiblie. Ce n'est pas seulement une question du front. À l'intérieur même de l'Ukraine, il y a ce scandale de corruption qui a éclaté, qui a éclaboussé le gouvernement et qui a remis en cause sa crédibilité auprès des Ukrainiens. Et donc, c'est le moment pour Zelensky de ne pas se retrouver dans une quelconque confrontation, quelle qu'elle soit, diplomatique même, avec les États-Unis pendant cette période. Et c'est ce qui justifie le fait que Zelensky ne se soit pas offusqué de façon assez violente par rapport à cette déclaration ou à cette proposition de négociation de Donald Trump. Et s'active du point de vue diplomatique parce qu'il est en train de rencontrer des dirigeants européens, de mener des échanges pour que l'on se rende compte et dit que ben voilà, il faut vraiment trouver une place à l'Ukraine parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas du tout la force de se retrouver confrontée à une quelconque crise sur la scène internationale. Alors, dans son discours du 21 novembre, lorsque le président Zelensky déclare, je cite, « Les prochains jours seraient parmi les plus difficiles que le pays devrait choisir entre la dignité et un partenaire clé ». Par ces paroles, est-ce que Zelensky ne serait pas déjà en train de préparer le peuple à... Oui, il faut se préparer à toute éventualité. Hein, y compris perdre les territoires? Oui, parce qu'il faut voir les choses de façon pragmatique. Aujourd'hui, la Russie n'a aucunement l'intention de laisser un certain nombre de territoires. Et c'est une position... bien qu'en diplomatie, les choses peuvent changer à tout moment, mais c'est une position qui semble être très radicale de la part de la Russie. Oui, mais est-ce que ces territoires appartiennent... La Russie réclame ces territoires parce qu'ils sont juste rusophones, c'est tout. Oui, mais il y a des considérations historiques également et il y a aussi des considérations du conflit. La Russie a énormément
investi dans le conflit, a perdu suffisamment d'hommes. C'est une question de sauver d'abord l'image de la Russie. De la Russie vient de Vladimir Poutine. Non, celui qui incarne aujourd'hui la Russie, non. Oui, on dit généralement, les hommes s'en vont, mais le pays reste. Aujourd'hui, on sauve l'image de qui? De la Russie ou alors de Poutine? Non, bien sûr, aujourd'hui, c'est l'image de la Russie qui est sauvée. Et c'est pas l'image de Poutine. Pas la même occasion. C'est pas Poutine. Donc, on fait d'une pierre deux coups. C'est pas Poutine l'élément même, c'est la Russie aujourd'hui qui, de façon historique, ne s'est jamais laissé intimider face à un quelconque adversaire. Et puis, c'est une question de dignité qu'il faut préserver au niveau de cet État. On a connu un moment donné où la Russie a perdu cette virilité en quelque sorte sur la scène internationale. Mais depuis l'arrivée de Poutine, Poutine s'est donné pour défi de relever cette image. Et aujourd'hui, sur le front, avec les investissements qui ont été faits, Poutine n'entend pas du tout se retirer. C'est comme un échec cuisant pour Poutine de laisser ces territoires que la Russie a régulièrement revendiqués et s'est donné les moyens d'avoir. Et donc ça devient difficile, ça devient compliqué. D'autant plus qu'au tout début, la Russie a été favorable, a été ouverte par rapport aux négociations. Mais la situation a évolué à un moment donné où chacun de ces États, ou la Russie particulièrement dans ce cas, ne pourrait plus concéder un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que les choses avancent dans les négociations. Aujourd'hui, avec votre regard d'analyste géopolitique, est-ce que vous croyez que les Ukrainiens sont prêts aujourd'hui à laisser quand même 20% de leur territoire partir? La question, il ne s'agit pas d'être prêt, mais c'est d'être confronté au pragmatisme, d'être confronté à la réalité. La réalité aujourd'hui est que les Ukrainiens sont suffisamment affaiblis sur le plan logistique. Ils sont affaiblis, mais ils ne laissent pas quand même. Oui, ils sont affaiblis suffisamment sur le front, sont affaiblis également à l'intérieur et sont épuisés également par rapport à cette guerre. Ça, c'est l'autre élément, qui vient perturber davantage les Ukrainiens. Et par rapport à ce plan, c'est un plan terrible, le plan de Donald Trump. Les Ukrainiens même estiment que même certains observateurs estiment que c'est quand même un plan suicidaire. Oui, c'est peut-être une stratégie aussi, on peut le penser ici, pour affecter le moral des Ukrainiens. Et ce que les Ukrainiens attendent aujourd'hui, c'est que cette guerre-là termine, se termine. Aussi, hein? Mais aujourd'hui, dès que ce conflit-là va s'achever, avec ce qu'on va pouvoir observer comme territoire accordé à la Russie, la seule personne qui va payer, c'est Zelensky par rapport aux Ukrainiens, parce que les Ukrainiens ne vont pas tolérer cela. Ils ont perdu suffisamment d'hommes sur le territoire, ce qui rend difficile le fait qu'ils puissent aujourd'hui abandonner. Mais les réalités les contraignent. Il n'y a plus suffisamment d'armement. L'allié américain n'est plus vraiment stable, on ne peut plus se fier à 100% à l'allié américain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est de trouver la meilleure porte de sortie. Et c'est ce que les Ukrainiens attendent aujourd'hui. Sortir sans perdre suffisamment de la face. Alors, justement, pour sortir de ce sujet, avez-vous l'impression, comme les Européens, que ce plan a des allures de capitulation? Oui, c'est très évident, hein, des allures de capitulation, oui. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut voir en termes de négociation, c'est qu'on demande plus pour toujours avoir quelque chose d'assez raisonnable. Donc, l'idée, c'est de montrer à Zelensky aujourd'hui qu'il doit obligatoirement négocier. Ou s'il ne négocie pas, alors on sera obligé de lui imposer la décision. C'est un message qui est transmis de cette manière à Zelensky. C'est ce qui explique le fait que sa réaction par rapport au message n'a pas été aussi directe et aussi violente. C'est pour amener l'Ukraine aujourd'hui. Il a quand même appris le langage diplomatique lui aussi, hein? Oui, Au début, il était un office qui maîtrisait rien de la diplomatie. Je crois qu'il a eu Il a quitté ses couloirs de théâtre, mais aujourd'hui, il est là. Et donc, il a quand même
a pris sa leçon en matière de diplomatie. Oui, justement, c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, ces réactions sont davantage modérées et sont orientées aussi par le fait que le message qui lui est transmis est un message d'avertissement en quelque sorte. C'est très discret, hein, on est d'accord là-dessus, mais le président Zelensky comprend le message et aujourd'hui va s'inscrire dans la logique de mettre fin à ce conflit. Mais dans tous les cas, il devra rendre compte aux Ukrainiens. Et c'est ce qui... c'est ça qui fait la différence entre Poutine et lui. C'est ce qui pose également... Ah oui, mais souriez pas, mais répondez à ma question. C'est ça qui fait la différence entre les deux, quoi. Poutine également a des comptes à rendre. À qui? Bien sûr, au peuple russe, on ne lui a pas confié le pouvoir pour ne pas rendre compte. Vous voyez le peuple russe demander des comptes à Poutine? Non, mais juste, vous savez... le fait de rendre des comptes, c'est une question de culture. Même dans ce qu'on peut appeler les dictatures, il y a toujours cette culture de rendre compte à la communauté qu'on représente. Parce que si cela n'est pas fait, ça commence à nourrir des tensions, des velléités à l'intérieur. Et le système... Pas en Russie. Hein. Non, le système finit par imploser. Et c'est véritablement... ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce devoir-là de rendre compte, de montrer que oui, le travail se fait. On ne va pas investir des millions de dollars des citoyens russes dans une guerre. Il dit que, bon, finalement, encourager les Russes que nous sommes en train de remporter la guerre, nous sommes en train de remporter ce conflit, et par la fin, dit que bon voilà, nous avons perdu telle chose. C'est inimaginable dans l'histoire même de la Russie et de la personne de Vladimir Poutine. Nous nous rendons du côté de l'Argentine. Plan de sauvetage de 20 milliards de dollars pour sauver Buenos Aires, abandonné par les banques américaines, selon le Wall Street Journal. Le plan de sauvetage financier de l'Argentine revu à la baisse. Oui, effectivement, c'est une question qui est assez délicate. Comme nous l'avons déjà dit, les questions financières, les questions économiques, ça devient très compliqué. Et l'Argentine, depuis quelque temps... Qui était au sommet du G20. Hein? Oui, justement, qui n'a pas manqué le moyen de faire ces négociations. Aujourd'hui, sur le plan économique ou sur le plan financier notamment, l'Argentine est en difficulté, hein, en grande difficulté. Il faut trouver le moyen de régler cette difficulté pour deux raisons essentiellement. Premièrement, aujourd'hui, parce que le président américain apprécie bien le leader argentin. Ça, c'est une raison, une première raison. Et il y a la raison économique également aujourd'hui. Si les États-Unis ou les banques américaines devaient injecter des milliards de dollars pour relever l'économie ou le système bancaire de l'Argentine, cela ne va pas se faire de façon gratuite. Hein. Oui, mais au départ, il était question que les 20 milliards de dollars soient remis sans couac. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les banques américaines décident de revoir ce plan de sauvetage? Aujourd'hui, nous parlons des banques commerciales américaines. Parce qu'entre octobre et novembre, qu'est-ce qui a changé là? Vous savez, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent amener ces banques à changer de position. Premièrement, c'est déjà les garanties. Parce que dans ce cadre, l'Argentine n'a pas suffisamment de garanties pour permettre à ces banques d'être sûres que les investissements seront sécurisés. Et il faut que ce soit le Trésor américain qui puisse donner ces garanties à ces banques pour les encourager à financer l'Argentine. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la question de la stabilité même à l'intérieur. Parce que quand les questions financières commencent à émerger, le pouvoir politique, surtout dans des États comme l'Argentine, commence à
a vacillé hein, de l'intérieur, même si cela ne se remarque pas aussi directement. Et donc, la question de la stabilité politique également est un aspect qu'il faudrait évaluer et les banques ont leurs experts pour étudier ces différents aspects-là. Le troisième élément, il y a la question de la relation personnelle entre Trump et le leader argentin. Les banques devraient être pragmatiques et devraient se rassurer que les décisions du président américain ne sont pas des décisions comme on a pu observer parce que le système bancaire est très méticuleux et ce n'est pas comme si on prend une position aujourd'hui comme Donald Trump le fait, le lendemain il change, il fait une autre déclaration. Donc c'est quelque chose qu'il faut étudier à la loupe. Et donc certainement les seules raisons, en fait l'une des raisons qui pourrait expliquer ce changement de position, ce sont déjà les garanties, les questions de sécurité de l'investissement et le retour sur investissement. Et donc, ils sont les seuls aujourd'hui à pouvoir savoir de façon très précise ce qui a amené à ce changement de position. Alors, justement, bien avant de prendre les rênes de l'Argentine, on a vu un Javier Milei très critique. Alors aujourd'hui, il n'est plus très critique. L'analyste géopolitique que vous êtes, est-ce que vous croyez qu'il est confronté aux réalités du pouvoir maintenant? Mais ça a toujours été le cas, hein. Comme quelqu'un le dit, si tu n'es pas dans ce fauteuil, bien tu ne peux pas... C'est pas un banc, hein, c'est un fauteuil. Justement. Donc, si tu n'es pas dans ce fauteuil, tu ne pourras pas comprendre effectivement, tu n'as pas toutes les informations pour apprécier la réalité. Aujourd'hui, il est confronté, comme on l'a vu dans la plupart des États, quand il y a de l'action, de mouvement et que l'on se retrouve confronté à la réalité de l'État et que l'on a une responsabilité désormais. Parce que quand, dans la conquête du pouvoir, on n'a pas une responsabilité particulière, on est dans la course pour conquérir le pouvoir. Mais quand vous avez une responsabilité et qu'on peut vous juger à tout moment par rapport aux décisions que vous avez prises, vous devenez de plus en plus prudent, vous avez davantage de données pour apprécier. Et aujourd'hui, particulièrement pour l'Argentine, l'Argentine n'est pas en position de force parce que son système bancaire est en train de s'effondrer, est bancal comme vous l'avez dit. Et donc, l'Argentine se doit de saisir toutes les opportunités nécessaires pour pouvoir relever ce système bancaire. Il y a également les élections qui sont là. Donc, il y a cet ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte et qui fait qu'aujourd'hui, le ton de Javier Milei n'est plus le même qu'au départ. Alors justement, il y a le secrétaire d'État américain, hein, c'est lui qui a fait cette annonce, comme quoi les banques américaines allaient voler au secours de l'économie argentine. Là, nous étions au mois d'octobre et là, nous sommes en novembre et patati patata, la donne change. C'était quoi le plan? Juste permettre à Milei de gagner les législatives anticipées? Non, pas forcément, mais c'est également l'un des objectifs. Ça pourrait faire partie de l'un des objectifs qui sont poursuivis. Et comme je le disais déjà, ça peut être pour plusieurs raisons hein, que j'ai déjà évoquées. Il y a bien sûr d'autres raisons qui relèvent de l'aspect technique du système financier. Je ne suis pas un expert en finance, donc je ne pourrais pas me prononcer fondamentalement dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose a changé au niveau de la position américaine où la décision a été ralentie compte tenu d'un certain nombre de facteurs à l'intérieur de l'État américain lui-même. Et donc, c'est ce qui pourrait justifier aujourd'hui ce changement de position. Évidemment, il y a également un aspect qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est les tasses américaines à l'endroit d'un certain nombre d'États qui ont eu des incidences à l'intérieur même des États-Unis, alors que les États-Unis se croyaient en mesure de pouvoir concrètement apporter l'aide voulue, l'aide attendue de la part de l'Argentine, se rendre compte que les mesures qui ont été prises ont affecté le système bancaire à l'intérieur de l'État et ne favorisent plus
la prise ou l'exécution de cette décision en ce moment. Et la solution serait peut-être de différer. C'est une question c'est une décision qui est peut-être temporaire. Alors, mais justement, pour sortir de ce sujet, lorsque aujourd'hui les banques américaines parlent d'un prêt à court terme, est-ce que ça pourrait régler les problèmes que traverse l'économie de l'Argentine en ce moment? Non, mais soulager. Soulager. Oui. Là, nous allons du côté de l'Inde en vue d'un possible rapprochement commercial, une nouvelle visite des autorités de Kaboul. Du côté de New Delhi, New Delhi n'a pas encore officiellement reconnu Kaboul, mais nous sommes déjà à la deuxième visite des talibans en Inde. Ah oui, c'est le signe que aucune relation n'est permanente, que les choses changent à tout moment. Aujourd'hui, voir les talibans et les Indiens collaborer, c'est quelque chose d'assez inédit. Hein? Donc, mais ça ne nous surprend pas en tant que spécialistes des relations internationales. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce que ça ne nous surprend pas? Ça ne nous surprend pas parce que ça s'est toujours produit comme ça. Il y a tellement d'événements dans le passé. Aujourd'hui, la situation est pareille avec un ancien terroriste, mais qui est reçu à la Maison-Blanche, qui est accepté, qu'on accepte un peu partout aujourd'hui dans les grandes sphères. C'est cette personne qu'on a combattue suffisamment. Et aujourd'hui, on lui dira qu'il a eu à faire son mea culpa. Hein? Oui, c'est toujours comme ça. Il y a quelque chose qui explique le fait qu'on change de position, mais ça ne change pas le fait qu'on a été des ennemis très virulents dans le passé. Et c'est ce que l'on observe aujourd'hui au niveau des talibans. Hein. Les talibans aujourd'hui sont en quelque sorte confortés par toute la communauté internationale. Je veux dire même les Européens. Les Occidentaux. Oui, les Occidentaux. Il n'y a plus une certaine véhémence par rapport, depuis l'échec américain en Afghanistan, l'on observe, l'on voit, et les talibans ne manquent pas de développer leurs relations et de faire remonter leur crédibilité sur la scène internationale. Je ne serais pas surpris de voir les États-Unis, de voir les États européens dans un futur très proche reconnaître les talibans comme étant un régime légitime. Hein? Oui, étant un régime légitime. Alors, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Alors, face à cet ennemi commun, on assiste à un rapprochement avec ces deux puissances. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de se rapprocher, l'Inde et l'Afghanistan? Oui. Pourquoi? Tout État a besoin de se rapprocher et eux aujourd'hui particulièrement. Les talibans sont en quête de reconnaissance. Hein, c'est leur plus grand défi aujourd'hui. Et quel État aussi important que l'Inde hein, pour favoriser cette reconnaissance-là? Ça, c'est un premier élément. Il y a des raisons économiques aussi. Il faut savoir que depuis le départ américain, il y a plein de sanctions qui pèsent sur les talibans et donc ils ont besoin de trouver un partenaire qui puisse les soulager hein, de ces manquants-là, bien que la Russie soit là. Aujourd'hui, la Syrie même est bien présente. Et donc, cet intérêt se situe au niveau de la reconnaissance, premièrement, et au niveau, l'intérêt, il est économique. New Delhi ne va pas manquer l'opportunité d'un marché, hein, d'investissement pour faire des profits. Et donc ça, ce sont des raisons économiques qui amènent très souvent les États à se mettre ensemble et à pouvoir relever un certain nombre de défis. Alors, dites-nous un peu, est-ce que pour l'Inde, par exemple, est-ce que ce n'est pas stratégique? C'est-à-dire, une fois avoir des relations officieuses qui bientôt seront peut-être officielles avec le régime des talibans, est-ce que ce n'est pas une façon pour l'Inde de damer le pion à la fois à la Chine et au Pakistan? Au Pakistan, ça c'est certain, hein, c'est l'un des aspects les plus prégnants de ces échanges ou de ces rencontres, hein, parce qu'entre l'Inde et le Pakistan, ça a toujours été difficile. Maintenant, damer le pignon à la Chine, Quand on sait que la Chine est toujours preneur de tout, hein. Bien évidemment, ça pourrait s'inscrire dans cette logique, dans cette stratégie-là, hein, de pouvoir, premièrement, contrer le Pakistan, qui ne cesse de mener suffisamment d'offensives diplomatiques aujourd'hui, bien que cela ne soit pas visible. voilà, très
visibles hein, sur les écrans géants parce que c'est un État mis un peu de côté, donc on ne veut pas communiquer autour. Mais il y a des efforts très impressionnants qui sont faits par le Pakistan aujourd'hui pour se rapprocher, pour consolider un certain nombre d'alliances. Et dans la consolidation de ces alliances, l'influence du Pakistan devient de plus en plus présente, ce qui, de toute évidence, représente une menace pour l'Inde qui va devoir se chercher également. Voilà. Le Pakistan même aussi. Hein. Oui. Et l'Afghanistan, pardon. Voilà, qui doit également se trouver de nouveaux partenaires. Voilà, de nouveaux partenaires, de nouveaux alliés. Donc, c'est une sorte de... C'est une recomposition de la zone. C'est une sorte de guerre froide hein, qui se déroule dans ce jeu-là. L'ami de mon ennemi est mon ennemi et c'est le jeu qui continue. Alors, pour sortir de ce sujet, mettre fin à notre émission de cet après-midi, pourquoi c'est important pour les autorités de Kaboul de vraiment s'accrocher à la relation avec New Delhi? Je pense que premièrement, dans un passé récent, il faut savoir que ces deux États n'ont pas toujours été dans de bons termes. Bah oui, parce que les Pakistanais étaient amis des talibans. Donc. Justement, ce qui a empoisonné leurs relations pendant longtemps. Et aujourd'hui, ce changement de position mais au fond, drastique... ce n'était pas très mauvais, hein? Oui, c'est l'autre. Justement, c'est ce que l'Inde se retrouve aujourd'hui en disant, mais voilà, si on peut faire avec les Afghans, aujourd'hui, les talibans, ce serait exceptionnel, ce serait un véritable coup diplomatique porté au Pakistan. Hein. Et ça, c'est une question c'est une manière d'affecter le moral des Pakistanais sur la question du conflit entre l'Inde et le Pakistan et de renforcer également la légitimité ou la crédibilité du Premier ministre Narendra Modi à l'intérieur même de l'Inde. Ça, c'est des objectifs politiques à l'intérieur et sur le plan géopolitique. C'est pourquoi c'est important pour l'Inde aujourd'hui et c'est important également pour les talibans qui, eux, aujourd'hui, se retrouvent dans une posture, si vous observez très bien, comme des personnes qui veulent se repentir. C'est comme le Syrien. Et le moment est bien choisi parce qu'on voit que le Syrien le fait, alors pourquoi pas nous? Ça, c'est la véritable, c'est une aubaine pour pouvoir se retrouver encore sur la scène internationale, avoir cette reconnaissance. Et si possible également, aujourd'hui, les talibans, quoi qu'on dise, ne sont plus prêts à être très radicaux sur un certain nombre de principes. Voilà, exactement. Donc, et puis, ils ont besoin de souffler hein. Économiquement. C'est très compliqué après de longues années de guerre, de conflits, pour toujours réussir à maintenir la stabilité au sein de l'Afghanistan. On ne peut pas rester en vase clos, toujours. Voilà, c'est avec cette intervention de mon invité, Martial Akouete, analyste géopolitique, que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, la dernière émission du mois de novembre 2025. Merci. C'est toujours un plaisir. Retrouvons-nous le lundi prochain pour la toute première émission du mois de décembre. D'ici là, prenez soin de vous, restez toujours câblés Esaü Télévision, la meilleure des web télé.